Familial et patrimoine pour garantir le patrimoine de la famille. Euh, je suis conseil en fusion-acquisition, euh, donc transmission d'entreprise. Je vais être plutôt spécialisé dans l'entreprise plutôt que dans l'immobilier. Et donc, les sujets vont parfois être un petit peu différents dans le monde de l'immobilier que de l'entreprise. On va donc travailler dans entreprise et décision sur toute la préparation. Et une préparation, ça peut prendre des années. Hier, j'ai dîné avec un start-upper et il m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Eh ben, je lui ai dit, ben, effectivement, comme tu pourrais potentiellement vendre ta société dans 15 ans, il y a beaucoup de choses à faire pour préparer la fiscalité de la cession d'entreprise de 2040. Parce que si tu as mal préparé aujourd'hui ton organisation capitalistique, bah, tu risques de perdre demain 30% d'impôts sur la plus-value que tu risques de payer en plus si tu as fait les mauvais choix. Et quand je dis 30%, ça peut être même beaucoup plus si on ajoute les charges sociales, l'impôt sur la succession. Donc, euh, il est parfois très important de préparer en amont la valorisation et la transmission patrimoniale. On est aujourd'hui, donc jeudi 26 juin, je crois, donc 2024. Il y a un tsunami fiscal, patrimonial qui, euh, qui, qui est possible en France et potentiellement avec un rassemblement national, avec un certain programme. Mais en toute sincérité, euh, ça peut être aussi autre chose. On peut pas le sujet dans le patrimoine familial, c'est que c'est du long terme. On doit donc valoriser une entreprise, valorisation d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises. Ça peut nécessiter 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Or, d'ici là, il est très probable, très possible que beaucoup de choses changent en France et dans le monde à l'international, aussi bien au niveau de la fiscalité, des charges sociales, des taux d'intérêt, des valorisations d'entreprise, des salaires des collaborateurs, de la compétition, de la concurrence. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments quand on veut valoriser, augmenter la valeur et optimiser la transmission. Donc, c'est vrai que il y a 2 semaines, quand on avait prévu cet événement, c'est assez facile. Aujourd'hui, je risque de vous dire des choses qui seront peut-être caduques dans 3 jours. Mais même si le Rassemblement national passe dans 3 jours, il est tout à fait possible que si ça fonctionne pas avec eux, s'ils font des erreurs, il y ait une totale machine arrière comme on a pu le voir donc en 1980 avec Pierre Mauroy, François Mitterrand. Et donc, malgré peut-être un programme qui était prévu, bah, peut-être qu'ils vont essayer le programme, s'apercevoir que ça fonctionne pas, revenir en arrière. Alors, peut-être pas comme en 80. En 81, il y a eu une dévaluation violente, il y a eu des fermetures des frontières au niveau des capitaux. Il y a eu beaucoup de changements pour tous ceux qui se rappellent de cette période ou qui l'ont lu dans les livres d'histoire. Et on n'avait pas encore la monnaie commune. Aujourd'hui, on a l'euro et la Banque centrale européenne. Donc, on va pas faire de dévaluation. On peut peut-être sortir de l'euro malgré nous. On va peut-être avoir le secours du FMI, c'est possible aussi. Ou peut-être tout simplement que c'est le gouvernement qui va rétropédaler immédiatement. Ou peut-être qu'il va devoir subir une nouvelle élection anticipée 1 an ou 2 ans plus tard, dans laquelle un raz-de-marée inverse pourrait arriver. Donc, je permets d'exprimer, au vu de cette thématique valorisation du patrimoine familial, que tout est possible et qu'il y a à la fois des choses qu'il faut préparer en interne, mais il y a également un contexte qui peut fortement être chahuté pendant cette période préparatoire. Une simple session d'entreprise dure 1 an ou 2 ans et une préparation
à la valorisation et la cession peut durer 5 ans, 10 ans. On peut aussi faire un OBO, deux LBO, trois LBO. Ça prend 15 ans. Donc, pendant cette période, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, pour poursuivre sur la présentation, donc nous, on intervient en conseil en fusion-acquisition depuis 30 ans. On va fêter les 30 ans d'entreprise et décision, d'ailleurs, le 17 septembre à Paris, au Saint-Roch. Pour ceux qui sont à Paris, vous êtes les bienvenus, vous êtes invités. Et donc, depuis 30 ans, on intervient pour se poser des questions. Comment est-ce qu'on va pouvoir coacher, conseiller le dirigeant pour augmenter la valeur de la société, la valeur du patrimoine, le patrimoine familial de l'entreprise. Donc, au début, on a plutôt eu l'idée d'aider les dirigeants à vendre leur société. On s'est dit, il y a des sociétés, il faut les vendre. Il y a des acheteurs, on va trouver un prix. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, le meilleur moyen de valoriser, d'augmenter la valeur du patrimoine du dirigeant, c'est d'abord de ne pas vendre la société totalement. Et donc aujourd'hui, la majorité des opérations capitalistiques que nous réalisons, ce sont des OBO, donc des Owner Buyout. Donc c'est une catégorie spécifique de LBO, de Leverage Buyout, dans laquelle le dirigeant lui-même devient actionnaire de la société qui achète la société vendue. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le meilleur acheteur pour la société, c'est le vendeur lui-même qui connaît le mieux sa société. Et donc, dans la grande majorité des cas, cet OBO va mieux valoriser l'entreprise que si c'était un tiers qui achetait l'entreprise. Et donc, ce qui fait que quand on présente cette solution à un vendeur, eh bien, dans la majorité des cas, il va préférer cette opportunité. Donc déjà, pour valoriser un patrimoine familial, il est parfois intéressant à la fois de bénéficier de la vente, parce que quand on vend, on génère du cash et on va pouvoir faire ce qu'on veut avec cet argent. Mais en plus, on va pouvoir racheter l'entreprise. Donc, on a le meilleur des deux univers. À la fois, on s'est enrichi parce qu'on a valorisé, vendu la société. Mais en plus, on en reste actionnaire et on va pouvoir garder ce patrimoine dans la famille. Donc ça, c'est déjà une première façon de valoriser le patrimoine familial. On va faire un OBO, donc on va vendre la société à un holding dans lequel on va s'associer avec d'autres acquéreurs et on va également financer l'opération par d'autres investisseurs, par également de la dette bancaire. Ça va augmenter la valeur de l'entreprise. On va pouvoir ajouter d'autres types de financement. À chaque fois qu'on rajoute un financement, ça rajoute donc ça augmente le prix. Pour rester toujours dans le OBO, eh bien, il va y avoir le petit frère de l'OBO, c'est le FBO, donc c'est le Family Buyout. Donc FBO, Family Buyout. Un autre cas particulier de LBO, dans lequel c'est plusieurs membres de la famille qui vont acheter l'entreprise. Et donc, c'est très fréquent. On a une, deux, trois autres personnes de la famille qui travaillent dans l'entreprise depuis quelques années et qui veulent peut-être rester dans l'entreprise. Peut-être il y a une, deux, trois autres personnes qui veulent quitter l'entreprise ou qui font partie de la famille mais qui ne veulent pas continuer à travailler dans l'entreprise. Généralement, ceux qui veulent continuer à travailler dans l'entreprise vont vouloir garder ou acquérir des titres dans l'entreprise et les autres vont euh, préférer vendre les titres et quitter l'entreprise. Alors, on peut tout à fait quitter l'entreprise, mais investir, donc ne plus travailler dans l'entreprise, mais investir, ou inversement, rester dans l'entreprise, mais ne pas investir. Tout est possible, mais généralement, quand on travaille, on aime bien avoir des titres, et quand on travaille plus, un fils, une fille qui travaille plus dans l'entreprise, aime bien plutôt préférer du cash. Et donc, le FBO, le Family Buyout, va permettre de repartir d'une page blanche au niveau du capital et de dire, voilà, qui veut quoi? Donc, exemple, une société qui vaut 10 millions d'euros. Le père, il veut donner 2 millions d'euros à une fille, 2 millions à une autre fille, 2 millions au fils, 2 millions à sa femme et garder 2 millions pour lui. Donc, ça fait 2 millions chacun. 2, 2, 2, 2, 2.
Euh, on vend la société à un holding, on finance l'opération avec 5 millions d'euros de dette et il manque 5 millions de capital. Le père met 2 millions, le fils qui travaille dans l'entreprise met également 2 millions et on fait appel à un fonds d'investissement qui met 1 million d'euros. Quelle est la répartition du capital? 40% pour le père, il a 2 millions sur 5. 40% pour le fils, il a 2 millions sur 5. Et 20% pour le fonds d'investissement, il a mis 1 million sur 5. 1 sur 5, ça fait 20%. Et ben, on a la mère qui touche 2 millions. On a vendu la société, elle a touché 2 millions. Et les deux filles qui ont 2 millions chacun. Voilà un FBO assez classique. Alors, ça n'a rien de sexiste, hein. C'est vrai que c'est un exemple réel, mais j'ai exactement l'inverse, hein. Dans un autre exemple, la fille a pris 100% du capital de l'entreprise et le fils, il a préféré, au contraire, toucher 3 millions d'euros. Donc c'est un FBO, c'est assez magique. Ça permet à la fois, on voit dans le cas présent, de garder 80% du capital de l'entreprise au sein de la famille et de toucher 6 millions d'euros. Donc on a à la fois 6 millions d'euros et 80% du capital de l'entreprise. Je vous présente ça de façon assez simple, mais j'ai mis des années, des années et des années à le comprendre réellement. Je l'avais appris à l'école, je l'avais lu dans les journaux, j'avais observé des ventes, mais c'est vrai que c'est pas si facile que ça à exécuter. C'est pas si facile que ça à comprendre pour le chef d'entreprise, pour la famille, mais ça a pour avantage de s'adapter totalement à la situation. Donc on part d'une page blanche et on écrit exactement ce qu'on a envie d'écrire, de faire exactement ce qu'on a envie de faire pour chacune des personnes, et chacun va pouvoir exactement se positionner sur ce qu'il a envie de faire. Alors dans certains cas, ben, il va y avoir pas assez de place au sein du capital. Dans cet exemple, imaginons qu'une des filles ait envie d'investir et de rester dans l'entreprise et veuille investir également ces 2 millions. On se retrouve avec 6 millions d'euros de capital. Donc on se retrouve à devoir baisser la dette et ne plus avoir de fonds d'investissement et donc de baisser le cash out à 4 millions d'euros. C'est possible, c'est tout à fait envisageable, peut-être même souhaitable, préférable, mais bah ça, c'est pas le cas idéal. Parce que le cas idéal, c'est maximiser le cash out, maximiser la dette bancaire. La dette bancaire, c'est de l'argent plus ou moins gratuit. Le coût de la dette, bah, c'est 3, 4, 5% d'intérêt par an, alors que le coût du capital, c'est plutôt 25, 30% par an. Un investisseur en capital souhaite doubler, tripler sa valeur euh, au bout de 4-5 ans d'investissement. D'ailleurs, c'est assez simple, hein. Prenons cet exemple-là. On a mis 5 millions d'euros de dette. Au bout de 5 ans, on a remboursé la dette. Et donc, si la société vaut toujours 10 millions d'euros, eh bien, le capital qui valait 5 vaut 10 millions. Donc, on a déjà fait x2, on a fait plus 100% de rendement. Si on a fait en plus de la croissance économique, si on est passé d'une valeur de 10 millions à une valeur de 15 en 5 ans, ce qui n'est pas considérable, ça fait une croissance seulement de 8% par an, eh bien, la famille avait investi 5 millions, enfin 4 millions pour la famille plus 1 million pour le fonds d'investissement, et donc là, ça vaut maintenant 15. Donc de 5, on est passé à 15. On a fait donc plus de 100% avec seulement 50% de croissance de la valeur. Donc, je commence mon exposé par l'OBO, le FBO, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de transmettre son patrimoine, son capital familial. Ça permet à la fois de générer du cash et de garder la société au sein de la famille. À quoi sert ce cash? Certains dirigeants d'entreprise, certaines familles me disent, mais pourquoi est-ce que je vais payer 4% d'intérêt bancaire chaque année, alors que si j'ai gardé l'entreprise, bah, j'avais pas besoin de payer. Bah, premier intérêt, c'est diversifier le risque patrimonial de la famille. Juste avant l'opération, on a 10 millions d'euros, c'est la valeur des titres. Et on a mis tous les risques dans le même panier. Tous les œufs dans le même panier. On a tous les risques dans une société, une seule famille, un seul actif, un seul secteur d'activité, un seul pays. Une fois qu'on a fait ces 6 millions de cash out, eh bien, la famille va pouvoir diversifier.
dans l'immobilier, à l'international, pour gérer, payer les études des enfants. Si par exemple, un client, il a pris ses 6 millions d'euros, il a investi dans l'hôtellerie. Eh bien, avec 6 millions d'euros, il a acheté un hôtel qui valait 25 millions d'euros. Cet hôtel qui valait 25 millions d'euros rapporte 3 millions d'euros de bénéfices par an. Eh bien, 3 millions avec un investissement de seulement 6 millions, ça veut dire qu'il gagne théoriquement 50% de rendement annuel. Donc, ils investissent 6 millions, ils ont 3 millions de bénéfices par an. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'intérêt, de frottement dedans, mais c'est quasiment 3 millions de rendement, donc 50% de rendement. Donc, ça permet en plus de faire l'effet de levier bancaire sur la société avec les 5 millions d'euros de dette, on a dit dans le OBO, mais également de faire de l'effet de levier dans la diversification immobilière, par exemple dans cette hôtellerie qui reste une activité économique. Évidemment, on peut diversifier et mettre des actions, du Bitcoin, des appartements, du locatif, la résidence principale, créer des startups. Donc, on peut tout faire. Donc, vraiment, c'est vraiment une diversification des risques. C'est le principal objectif de l'OBO. Il y a également faire sortir les personnes qui veulent sortir. Ça, c'est aussi un avantage très, très important de ce FBO, de cet OBO, parce que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'exemple précis, les deux filles, la femme voulait sortir de l'entreprise, voulait sortir du capital. Et donc, le FBO, l'OBO le permet totalement. Donc, vous aurez quelques slides, dont ce slide qui rappelle les principaux avantages obtenus, poursuivis par l'OBO, le FBO. Dégager du cash, réduire le risque lié à son patrimoine, diversifier son patrimoine, pérenniser l'activité grâce à des personnes complémentaires, devenir rentier avec un revenu récurrent, une fiscalité avantageuse, faire entrer le management au capital également. Faire entrer le management au capital, ça s'appelle le MBO, Management Buyout, et donc on peut associer le manager au capital ou un manager extérieur, le MBI, Management Buy-in. Et avec cette opération financière, on peut renouveler l'opération tous les 3 à 6 ans. Donc, on va revendre la société tous les 3 à 6 ans. Donc, on va pouvoir retoucher un gros cash-out important dans 3 à 4, 5 ou 6 ans. Donc, vous verrez, on a rajouté quelques slides ici sur les différents coûts du capital dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, les risques du OBO, ici, ou un exemple d'OBO qu'on a pu faire ici avec un schéma avec de la dette à droite, le capital à gauche et le cash out. Alors, la fiscalité de la cession d'entreprise et de la transmission d'entreprise. C'est un sujet important, évidemment, mais comme je le disais en introduction, qui peut fortement être modifié dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années. Le titre du slide, c'est La France, paradis fiscal de la cession d'entreprise. Donc évidemment, ça va pas du tout plaire à LFI ni au Rassemblement national, qui veulent évidemment fiscaliser les riches, qui veulent remettre l'impôt sur la fortune et augmenter les salaires, augmenter les impôts, supprimer la flat tax. C'est des projets. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Aujourd'hui, que dit la loi? Elle dit que déjà, il y a la flat tax qui va protéger le patrimoine de la fiscalité. Et donc, quand on va vendre des titres, donc par exemple, y compris dans l'OBO, mais ou une cession, une transmission classique de société, on va donc payer de l'impôt. Et donc, l'impôt maximum, c'est la flat tax, c'est 12% d'impôt, 17% de charges sociales
Et donc, ça fait 30% auquel on va rajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 0 à 4%. Donc, on est sur du classique, mais on peut optimiser encore cette fiscalité. Comment? Déjà, en donnant de l'argent aux enfants, on peut donner 100 000 euros par enfant, par parent. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, on a deux parents, trois enfants. Chaque parent donne 100 000 euros à chaque enfant. Ça fait donc 6 fois 100 000 euros, ça fait 600 000 euros. Tous les 15 ans. Et cet argent, on peut le donner en titre de l'entreprise. Donc, au lieu de donner 100 000 euros, on donne 100 000 euros d'actions. L'avantage d'avoir donné ces 600 000 euros en actions, c'est que sur ces 600 000 euros, comme les enfants ont touché les 600 000, eh bien, ils vont pas payer d'impôt sur la plus-value à hauteur de 600 000 euros. Donc, ce qui fait qu'on a à la fois économisé l'impôt sur la succession à hauteur de 20 à 40%, mais également l'impôt sur la plus-value à hauteur de 30 à 34%. Donc, on a économisé entre 50 et 80% d'impôt. On peut ensuite donner ces titres uniquement en usufruit, en nue propriété, donc garder l'usufruit. Et donc, si les parents ont la cinquantaine, eh bien, on va pouvoir multiplier cette somme par deux. Et donc, ce qui fait qu'on a donné 600 000 euros de nue propriété et on a gardé 600 000 euros d'usufruit. Donc, ça fait 1 200 000 euros de titres qu'on a donné. Donc, ce qui fait qu'on a pu donner sans impôt sur succession, sans impôt sur la plus-value, 1 200 000 euros. Donc, c'est assez intéressant. On va rajouter à cela le pacte du trade. Le pacte du trade, ça veut dire qu'on va s'engager à garder les titres entre les signataires du pacte, par exemple la famille, pendant au moins 6 ans, 2 ans plus 4 ans. Et donc, si on respecte cet engagement, on va bénéficier d'un abattement de 75% d'impôt sur la plus-value et la succession qui va se cumuler avec les avantages de la donation. Et donc, si on avait déjà donné 1 200 000 euros, fois 4, parce qu'on a un abattement de 75% pour le pacte du trade, ça fait donc 5 millions d'euros qu'on va pouvoir donner dans le cadre du pacte du trade. Et vous voyez qu'on a donc quasiment donné la totalité des 6 millions d'euros d'actions dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on va donc donner les 6 millions d'actions aux enfants sur lesquels on va avoir quasiment aucun impôt sur la plus-value sur 5 millions d'euros. Aucun impôt sur la plus-value, aucun impôt sur la succession. Ça, c'est ce qu'on a fait pour les enfants. Pour les parents, tout va dépendre de leur projet. Le projet de réinvestissement dans différents projets économiques, industriels et commerciaux va nous pousser à utiliser l'apport cession. Donc, on va apporter pour les parents qui veulent réinvestir dans des projets économiques, ils vont apporter les titres dans une nouvelle société et s'engager à réinvestir 60% de l'argent qui a été apporté dans cette structure, 60% du, du cash issu de la vente des titres qui a été obtenu dans cette nouvelle société. Et donc s'engager à le réinvestir dans les 3 ans dans des activités économiques. Et à ce moment-là, on a zéro fiscalité. C'est ce qu'on appelle le 150 OBTR. Donc zéro fiscalité, mais cet argent appartient à une société, qui nous appartient, oui, mais appartient à une société. Donc parfois, c'est plus intéressant comme de toucher l'argent plutôt que de ne pas payer d'impôts, mais de ne pas toucher d'argent. Parce que si l'argent appartient à notre société, le jour où on veut utiliser l'argent, eh bien, on va payer des charges sociales et des impôts sur les salaires, qui va coûter beaucoup plus cher que la flat tax à 12% d'impôts et 17% de charges sociales. L'impôt sur le revenu, vous le savez, ça peut monter à 40-45%. Les charges sociales, c'est 80%. Donc 40 plus 80, ça fait beaucoup plus que 12 plus 17. La niche copée, c'est quoi? C'est la cession de la filiale du holding. Donc, autre façon de payer moins d'impôts, c'est de vendre la filiale. Et là, à ce moment-là, au lieu de payer
25% d'impôt sur la société, on paye seulement 3% d'impôt. À nouveau, le même problème, c'est que cet argent ne nous appartient pas, appartient à la holding. Donc, il est toujours préférable de payer tout de suite la flat tax à 30% que de laisser l'argent dans la holding. Le seul avantage de laisser l'argent dans la holding, c'est que on va avoir un patrimoine plus important dans la holding qui va nous donner une capacité d'investissement plus importante. Mais ce n'est que la capacité d'investissement qui est plus importante. L'argent pour la famille, elle n'est pas importante parce qu'il y a cette société qui fait écran et dès l'instant qu'on veut sortir de l'argent de la société, il va falloir payer des charges sociales, des impôts, etc. Alors évidemment, il est possible qu'il y ait le retour de l'impôt sur la fortune, hein, et à ce moment-là, l'avantage de laisser l'argent dans la société, c'est que si on respecte les critères de la société entrepreneuriale, c'est que elle ne sera pas taxée à l'impôt sur la fortune. Mais sinon, bah, il est préférable de toucher l'argent parce que la flat tax était protectrice jusqu'à aujourd'hui. Donc évidemment, on peut mélanger tous ces sujets. Et si on a besoin d'investir 1 million d'euros dans une activité économique, on va mettre 1 million en apport-cession. Si on veut toucher 1 million à titre personnel, on va toucher 1 million. On a vu qu'on a pu donner 5 millions aux enfants sans impôt sur la plus-value, sans impôt sur la succession, sans charge sociale. Alors évidemment, il faut rentrer dans le détail, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est à peu près ça. Et rester il y avait aussi, j'ai listé la donation-partage transgénérationnelle à 2,5% après 15 ans. Mais je mets en haut à droite, vous avez lu depuis tout à l'heure qu'il y a également toujours l'abattement renforcé à moins 85%. C'est donc un résidu de la loi sur les pigeons de François Hollande. Donc, si on détient les titres de plus que 8 ans, qu'on n'a pas fait de restructuration ni d'acquisition de société ou de fonds de commerce dans l'entreprise, et qu'on est soit créateur de l'entreprise, soit qu'on a acheté les titres dans les 10 ans, qui a suivi la création, soit que c'est une transmission familiale ou un départ en retraite, eh bien, on va pouvoir bénéficier d'un abattement d'impôt de 85% sur la plus-value, mais on aura toujours à payer la CSG de 17%. Donc ça, c'est intéressant si on respecte les critères. Et au lieu de payer 12% d'impôt sur le revenu, on va payer seulement entre 2 et 6% d'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire qu'on va, si on touche, tout à l'heure, on a évoqué 6 millions d'euros donnés aux enfants, et nous, on a 4 millions entre la femme et le mari. Donc on a 4 millions de plus-value. On va dire que la société avait été créée avec 1 euro, donc on le vend 4 millions, donc 4 millions moins 1 euro, on a 4 millions de plus-value. Si on doit, donc là, il y a 2 millions qui sont échangés avec les titres de la nouvelle holding, donc on n'est pas obligé de déclarer cette plus-value, étant donné que c'est un échange de titres. Donc, on peut déclarer la plus-value ou échanger les titres. Si on échange les titres, l'avantage, c'est qu'on ne paye pas d'impôt aujourd'hui, mais le risque, c'est que demain, l'impôt soit beaucoup plus cher. Et c'est tout à fait possible. Vu la dette de l'État français, demain, l'impôt peut être beaucoup plus élevé. Et donc, c'est peut-être préférable de payer aujourd'hui l'impôt que de le reporter plus tard. Mais on a le droit de le reporter. On va se concentrer que sur donc, les 2 millions qu'on cache, qu'on génère en cash, supposer que ces 2 millions, on ne profite pas ni de l'apport cession, ni de la niche copée. Et à ce moment-là, si ces 2 millions, c'est une plus-value, ben soit on va payer 12% d'impôts et 17% de charges sociales, c'est la flat tax, plus 0,124% de contribution exceptionnelle sur les revenus, soit on va choisir l'option de l'abattement renforcé, si on y a le droit, moins 85%. Donc, on a 2 millions, moins 85%, ça, il reste 300 000 euros. Ces 300 000 euros, on va les imposer sur le revenu à la tranche progressive. Donc, on va avoir le barème progressif jusqu'à 40-45%. Et donc, on va payer en moyenne 30% d'impôt sur ces 300 000. Ça fait donc 90 000 euros. 90 000 euros d'impôt sur les 2 millions, en fait. Donc 90, on va dire 90 sur 2 millions, ça fait 4,5%. Donc seulement 4,5% d'impôt, c'est intéressant. Également la contribution exceptionnelle sur les revenus et donc 17% de charges sociales. Donc 17 et 4, ça fait donc seulement 21%, 22% d'impôt
euh, c'est vraiment très faible. Voilà comment est-ce qu'on a pu réduire à 21% de 2 millions d'euros. Donc ça fait donc seulement 420 000 euros d'impôts sur un prix de vente total de 10 millions. Donc ça fait seulement 4% d'impôts et de charges sociales au total sur les 10 millions. On a donc la France qui est un vrai paradis fiscal pour la cession d'entreprise pour 48 heures encore. Euh, Est-ce que vous étiez sur le bon slide? Apparemment, non, Patrice, parce que moi, je suivais attentivement et j'essayais de voir sur le slide, mais je me suis dit, bon, eh ben, ça, c'est le bon slide, oui. Voilà, donc vous avez le Et slide. tu vois, on suivait attentivement, hein, Patrice. Donc voilà, c'était pas facile, j'imagine, d'être concentré étant donné que c'était pas le bon slide, mais voilà, la fiscalité, évidemment, quand on veut une entreprise, il y a un tiers qui s'appelle l'État, et ce tiers, il prend environ le tiers ou la moitié de la valeur. Mais dans le cas présent, je vous ai expliqué comment est-ce que vous pouvez réduire à seulement 4% les prélèvements obligatoires sur la cession de l'entreprise. Donc ce tiers, au lieu de prendre un tiers ou la moitié, il peut aussi ne prendre que 4% dans l'exemple que je viens de donner. Et troisièmement, donc le premier point, on a vu pour maximiser la valeur de l'entreprise transmise au niveau familial, on va pouvoir à la fois vendre la société et garder l'entreprise. Donc on a tous les avantages des deux, de la vente et de la conservation de l'entreprise. On n'est pas obligé de choisir entre les deux. Deuxième élément, c'est réduire la fiscalité avec toutes ces options. Pacte du trade, niche copé, apport cession, abattement renforcé et même le prélèvement forfaitaire unique qui est actuellement très raisonnable. Mais il y a un troisième élément, c'est la valeur de l'entreprise. Comment est valorisée l'entreprise? Donc la valeur de l'entreprise, c'est donc un calcul très sophistiqué, très savant, très complexe. Si on est au sein même de la famille, acheteur et vendeur, ben, on a le droit de mettre le prix qu'on veut. Et ensuite, on va faire des calculs quand même. Donc, on va vérifier d'abord la pérennité de l'entreprise. On va vérifier les contrats, la récurrence, la croissance, le chiffre d'affaires, la rentabilité. On va chercher d'autres sociétés comparables dans le même secteur d'activité. On va vérifier. En général, on va faire un multiple de chiffre d'affaires. On dit dans les sociétés de services informatiques, les sociétés sont valorisées 120% du chiffre d'affaires ou 6 fois la rentabilité ou 150 000 euros par consultant informatique, etc. Donc, on va avoir des multiples et ça va donner la valeur de l'entreprise. On va dire, voilà, c'est la moyenne entre 120% du chiffre d'affaires, 6 fois la rentabilité, 150 000 euros fois le nombre de consultants, plus la trésorerie nette de dette financière. C'est une méthode de calcul assez courante pour valoriser une entreprise. Comment va être estimée la dette? Eh bien, la dette, on a dit 5 millions d'euros tout à l'heure, bah, ça doit être une dette qui doit être raisonnable au vu de l'activité de l'entreprise et qui doit être sécurisante pour la banque. J'entends souvent les dirigeants d'entreprise dire, les banques ne prennent pas de risques. En France, c'est un scandale. Eh bien, moi, je dis que c'est faux, que les banques, elles prennent beaucoup plus de risques en France que dans d'autres pays comme les États-Unis, mais ce n'est pas à la banque de prendre des risques. La banque, elle est là pour prêter de l'argent sans risque, et si elle prenait, quand elle prend des risques, la banque, elle va créer un fonds d'investissement, elle va investir du capital, et elle va récupérer 100, 200, 300% de rendement. Alors que la banque, si elle a un taux d'intérêt à 4 ou 5%, eh bien, elle va prendre zéro risque parce qu'elle a zéro rentabilité. Mais voilà, si on a une société qui fait 1,5 million de résultats d'exploitation, on fait x3. Si cette rentabilité, elle est pérenne, 1,5 million de résultats d'exploitation, ça veut dire 1,1 million de résultats nets après impôt. S'il n'y a pas beaucoup de besoin d'investissement, eh bien, on va dire qu'on peut rembourser peut-être 70% de cette somme. Ça fait donc 800 000 euros. Et donc, on emprunte 800 000 euros fois sur 7 ans, ce qui fait donc 4 millions 8 à peu près, donc ça fait 5 millions, une fois qu'on a payé les intérêts, parce que voilà, sur 7 ans, une fois qu'on enlève les intérêts, 5 millions d'euros, ça fait à peu près 800 000 euros. Ce qui correspond à une société qui fait à peu près 1,5 million de résultats d'exploitation récurrents.
Si par contre on fait 1,5 million de résultats d'exploitation non récurrents, qu'est-ce qui est non récurrent? Par exemple, c'est une société de construction. Eh bien, la société de construction, elle n'a pas une activité récurrente parce que une fois qu'elle a fini ses chantiers, elle va devoir aller chercher d'autres clients et donc la banque va estimer que ce n'est pas sécurisé. Et donc, dans la construction, il y a des contrats qui sont récurrents. Ça, à ce moment-là, la banque va accepter de prêter l'argent sur cette rentabilité. Et si c'est pas récurrent, comme des agences immobilières ou comme une agence de communication qui travaille par des budgets mais qui ne sont pas récurrents, eh bien la banque, même si la société fait 1,5 million de rentabilité, eh bien elle va peut-être prêter seulement 1 million ou même 2 millions, mais pas 2, 3 ou 4 fois la rentabilité. Voilà le troisième élément très important, la valeur de l'entreprise. Et cette valeur, elle va dépendre de calculs, mais aussi de l'acheteur. Et les acheteurs vont valoriser l'entreprise de façon différente. Quand on est conseil vendeur, on a parfois des acheteurs qui vont proposer 3 fois plus cher pour la même société. Là, on a vendu une société 22 millions d'euros, mais la plupart des acheteurs étaient plutôt confiants sur le fait que la valeur était comprise entre 5 et 8. Alors, quand on leur a dit qu'on a vendu la société 22, ils ont tous dit qu'on était des voleurs et que l'acheteur s'était fait arnaquer, sauf que l'acheteur nous a beaucoup remercié. Il a dit que 6 mois après l'acquisition, il avait déjà dépassé son budget et donc il nous a même demandé si on pouvait lui présenter d'autres sociétés à vendre.